bonheur peut taper poteau? Non, non. Est-ce que matin bonheur peut taper poteau? Non, non. Matin bonheur peut jamais taper poteau? Non, non. Matin bonheur peut jamais taper poteau? Non, non. Poteau là, matin bonheur peut jamais taper? Non, non. Matin bonheur peut jamais taper poteau? Non, non. Angelica, on te dit merci. Merci, merci. Madame Pilboudot, on te dit merci. Merci, merci. Ansval, on te dit merci. Merci, merci. Alice Cocola, on te dit merci. Merci, merci. Tous les caméramans, on vous dit merci. Merci, merci. Parce que matin bonheur là, ça peut jamais taper poteau. Non, non. Bonjour, c'est Chantal Nieto. Je vous fais un gros coucou ce matin, juste pour vous dire que je vous adore, toute l'équipe de Matin Bonheur. Je vous dis merci d'avoir créé cette émission fantastique, une émission qui vraiment, j'adore toutes les rubriques. Vos rubriques sont vraiment fantastiques, je dis bien toutes les rubriques. Pour cela, je vous dis merci, j'adore Matin Bonheur. Bisous à vous et longue vie à Matin Bonheur. Ciao. Shalom, c'est Gilles Simondi. Veux-tu connaître l'instruction dans sa profondeur? Remplis ta journée de bonne odeur. Veux-tu être le meilleur de tous les pousseurs? Tu veux vivre la santé dans toute sa splendeur? Alors, Matin Bonheur nous donne de la valeur. Je suis à l'heure pour devenir meilleur. Oh, Matin Bonheur nous donne de la valeur. Je suis à l'heure pour devenir meilleur. Quand je suis Matin Bonheur, je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre. Oh, merci à Angval, Alix et Maman Zélika, rédactrice en chef. Merci DG la RTI. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par cette passation de charge entre l'ancien et le nouveau secrétaire général de la présidence. Abdourahmane Cissé a officiellement pris fonction ce mercredi. Il a été nommé le 29 mars dernier. Mahama Traoré. En recevant cet ensemble de parapheurs, le ministre Abdourahmane Cissé prend ainsi officiellement fonction en qualité de secrétaire général de la présidence de la République. L'ex-ministre du Pétrole et de l'Énergie dit mesurer l'ampleur de la tâche et assure qu'il ne ménagera aucun effort pour satisfaire les attentes placées en lui par le président Alassane Ouattara. Pour sa part, le secrétaire général de la présidence sortant, promu Premier ministre, affirme n'avoir aucun doute sur les compétences du nouveau titulaire du poste. Patrick Hachi se dit fier et honoré d'avoir comme remplaçant Abdourahmane Cissé pour l'avoir vu à l'œuvre ces dernières années. En moins de 24 heures, 2 acteurs clés de l'exécutif ont pris fonction. Le pont de collaboration entre la présidence de la République et la primature est de nouveau rétabli. Au chef du gouvernement de conduire l'action gouvernementale conformément au projet de société, au secrétaire général de la présidence d'en assurer le suivi pour le compte du chef de l'État. À Kafolo, la hiérarchie militaire apporte son soutien après l'attaque terroriste. Le chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie se sont donc rendus dans le nord du pays pour échanger avec leurs hommes. Léandro. C'est à bord du Mi-8 de l'armée de l'air que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, parvient à Kong. Revue des troupes en compagnie du commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Apalo Touré, suivi d'honneurs militaires, puis séance de travail. Le colonel-major Ouattara Zoumana procède à une brève présentation de la zone opérationnelle Nord et le commandant de la zone opérationnelle Est de faire le point de son secteur. Il relève les menaces terroristes, la grande criminalité et les difficultés à tenir ce secteur avec focus sur l'attaque de Kafolo. Sur le théâtre des opérations, passage au peigne fin des 3 fronts du cantonnement de Kafolo attaqués et des dégâts matériels pour se faire une idée des intentions des assaillants et prendre la mesure de la riposte. Au drapeau en berne en hommage,
aux 2 soldats tombés, la hiérarchie militaire peut saluer la bravoure de ces hommes. Je vais vous féliciter, vous dire vraiment nos encouragements, vous adresser nos condoléances et vous dire que vous avez été braves. Au vu des circonstances et des efforts que vous avez faits, on ne peut que vous le reconnaître. À mon avis, de par mon expérience, combat de nuit, alors qu'on est surpris, perdre 2 hommes, c'est que vous êtes bons les gars. C'est que vous êtes bons les gars. Vous savez vous battre. Parce que la nuit, quand on voit quelqu'un passer, on ne sait même pas si c'est son ami ou c'est son ennemi. Entre nous-mêmes, on peut s'allumer parce que c'est compliqué. Perdre seulement 2 hommes, je tenais vraiment à vous féliciter pour ça. Sur les consignes pour davantage de professionnalisme des soldats, la hiérarchie militaire est aussi ferme. Pendant que je suis ici, je ne fais pas ce que je veux parce que ma vie en dépend. C'est d'avoir de la réaction, d'être réactif, d'être capable à chaque fois d'ouvrir le feu aussi, de pouvoir riposter aussi. Parce que ce à qui on a fait, ce n'est pas l'adversaire d'avant. Ce n'est pas parce qu'il avait une doucette bien positionnée qu'il ne va pas venir. Il va venir. Alors toi, il ne faut pas donc te dire que comme j'ai mis une doucette là, je peux dormir. Non, tu as mis là, il faut être prêt à employer, il faut être prêt à utiliser, parce que lui, ça ne va pas l'empêcher de venir. Le parc de la Comoé serait stratégique pour les terroristes de l'avis de la hiérarchie militaire qui invite ces hommes à plus de vigilance et de collaboration avec les riverains. L'actualité, c'est aussi l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale indique qu'elle rejette l'appel du procureur et confirme la décision de première instance. En janvier 2019, l'ancien président ivoirien et l'ex-chef des Jeunes Patriotes avaient été acquittés. La chambre d'appel a donc révoqué aussi les conditions à leur remise en liberté et demandé aux greffiers d'organiser leur transfèrement vers un ou des États de leur choix. En clair, les 2 hommes sont innocentés, libres et peuvent rentrer s'ils le désirent en Côte d'Ivoire. Et puis cette information qui nous parvient à l'instant, un incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à aujourd'hui au grand marché de Port-Bouilly. Des magasins du Black Market sont partis en fumée. Les pompiers se sont rendus sur place pour circonscrire l'incendie. D'importants dégâts matériels enregistrés. On ne déplore aucune perte en vie humaine. L'origine du feu reste pour l'heure inconnue. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. On se retrouve à 7h. Matin Bonheur se poursuit, mais avec qui? Yves Aymar. Bonjour. Bonjour. Surpris, surpris. Moi aussi. Allez, c'est parti. Vous le savez, une autre ère et un autre matin s'annonce sur les antennes de RTI et ceux de RTI 1 en particulier. Très heureux, mais vraiment très heureux nous sommes d'être des vôtres ce matin. Et comme il a été annoncé en grande pompe depuis hier, nous aurons à charge de conduire à bien, on espère, ce programme. Félicitations et remerciements tout particuliers à l'équipe sortante, Thierry Angeval ainsi que Alix Kokola pour leur dextérité et leur professionnalisme durant bien sûr toutes les saisons qui ont été les leurs. Je profite bien sûr pour les applaudir et pour leur dire merci tout simplement de là où ils sont. Ils nous regardent en ce moment. Le contenu de cette émission, quant à lui, ne dérogera en rien à sa règle. Vous aurez bien sûr toutes les séquences et les rubriques afférentes. Vous le savez, la météo, comme vous avez pu le constater, c'est déjà fait. On aura également pour ce jeudi la séquence fitness, sans oublier la bonne assiette qui vous permettra de vous délecter de certains mets. Et on terminera avec, bien sûr, la rubrique santé. La configuration de cette émission, vous le savez, elle est telle qu'il nous faut 2 animateurs à parité au genre. Et puisque je suis présent, vous allez dans quelques secondes découvrir celle qui aura la lourde tâche de me supporter, oui, mais également celle qui sera à mes côtés pour tenter, bien sûr, d'illuminer cette émission au Matin Bonheur. Ça sera juste après le jingle suivant. Tenez-vous bien.
Et voilà, nous y sommes. C'est un poisson d'avril, 1er avril 2021. Vous le savez, la RTI sait bien faire les choses, la raison de notre présence ici sur ce plateau. J'espère qu'on ne vous a pas trop heurté. Hein. Voilà quoi. Donc... Peut-être. Mais dans tous les cas, je suis très heureux d'être en compagnie de Alix Kokola. Elle est toute belle, toute mignonne. Merci. Mais c'est ce qui nous ramène de l'amour. De l'amour, de la vie, comme vous le savez. Ainsi que Thierry Angeval. Bonjour Thierry. Bonjour Yves-Emma, oui. Hein, monsieur Matin Bonheur. Bah oui. Ça fait quoi de se réveiller comme ça aux aurores? Ça fait du bien. C'est comme se lever tôt le matin pour faire du sport. C'est tout comme. En tout cas, c'est un sport, effectivement. Ouais, mais en tout cas, j'ai été très honoré. On peut t'avoir ici hein, chaque matin. Ah oui, hein, pas. Bon, ça reste à repenser. On a encore du temps pour en parler. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée et à vous une très belle émission. Merci. Et puis, à très bientôt, j'espère. Oui, mais pour l'instant, tu restes avec nous. Juste le temps de saluer encore nos téléspectateurs, leur dire qu'on est très heureux d'être avec vous. Et puis voilà, c'était notre petit poisson d'avril. Effectivement, vous ne croyez pas qu'on allait vous lâcher en chemin. On a encore du temps à passer ensemble. C'est un sacerdoce pour nous. Et nous allons respecter nos engagements jusqu'au bout. Et nous sommes là pour vous servir avec grand bonheur. Avec grand bonheur et aussi avec le sourire. Allez, nous allons démarrer cette émission avec un peu de sport. On va se mettre un peu en jambes et on revient pour la suite. Merci de nous suivre. Il y a de l'amour là-bas. Oui. Et merci infiniment au coach Jocelyn pour ces exercices qui n'en a pas à des douleurs lombaires ici, ça et là. Il faut savoir pratiquer le bon sport pour pouvoir les soulager. Alors, nous, on poursuit cette émission, bien heureux de vous retrouver. Et c'est toute la team qui est là. Et donc, le prochain à vous présenter sa rubrique, c'est Monsieur Renaud Kobia, dans la revue de presse, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, il est déjà installé. Alors, Renaud, avec la revue de presse. Bonjour, Renaud. Cour pénale internationale, pour revenir à la revue de presse, voilà, Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres. Oui, 10 ans après la fin, c'est avec cette une que l'Inter illustre l'épilogue de cette bataille judiciaire fleuve qui aura tenu en haleine la Côte d'Ivoire pendant 10 longues années, allant de rebondissement en rebondissement. Et au terme de ce procès, le confrère révèle la requête formulée par les ex-détenus et livre l'ambiance à Gagnoa et à Yopougon. Et justement, ce dénouement n'est pas du tout du goût de tout le monde. Oui, c'est le cas du président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire CVCI, Isiaka Diaby, qui a indiqué hier après le prononcé du verdict de la Cour pénale internationale que les victimes vont se faire entendre. À en croire le président de la CVCI qui est cité par Le Matin, cette décision de la CPI consacre l'impunité. Selon lui, cette décision de la juridiction internationale est favorable au regain de violence et aux crimes de masse dans notre pays. Et Amnesty International déplore aussi la fin du procès de l'ex-chef d'État et son ancien ministre. Oui, tout à fait. Pour l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, la fin de ce procès est une nouvelle déception pour les victimes des violences post-électorales de 2010-2011. Selon Michelle Eken, chercheuse à Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, qui est citée par l'expression, la fermeture de ce procès à la CPI signifie que la Cour n'a tenu personne pour responsable des crimes commis après les élections de 2010 en Côte d'Ivoire. Et justement, dans le prolongement de cette même information, on quid à nouveau des victimes de la crise post-électorale. Oui, qui paye pour les 3000 victimes de la crise post-électorale? C'est la question que pose le Patriote. Selon le confrère, après la clôture du procès des deux accusés principaux dans le dossier des victimes de la crise de 2010, il faut que les responsabilités soient situées. En croire le président du collectif des victimes de la le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, en prenant la décision de clore le dossier Gbagbo et Blé Goudé, la CPI ignore le droit des victimes. Et après l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, l'intelligent d'Abidjan présente les scénarios possibles. Oui, le confrère fait de la politique fiction et indique qu'après avoir triomphé de la justice internationale, deux options se présentent à l'ex-chef de l'État et son ancien ministre de la Jeunesse. Soit il se mue en apôtre de la paix et prône la réconciliation des Ivoiriens, ou à l'inverse, il s'inscrivent dans une posture revancharde.
Autre chose, le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, son épouse, Madame Yolande Bakayoko, exprime sa gratitude aux populations. Oui, Yolande Bakayoko remercie les Ivoiriens pour la grande mobilisation observée à l'occasion des obsèques de l'ex-chef du gouvernement. C'est sur le réseau social Facebook que l'épouse de l'ex-premier ministre a fait cette adresse en son nom et en celui de ses enfants. Elle a indiqué dans sa note avoir été très touchée par les nombreux témoignages de reconnaissance exprimés à l'égard de son défunt époux. Et on change encore de sujet, filière cacao, la campagne intermédiaire s'ouvre aujourd'hui. Oui, et pour cette campagne intermédiaire qui part de ce 1er avril jusqu'au 30 septembre 2021, le prix du kilogramme est fixé à 750 francs CFA. Selon le directeur général du Conseil du café et du cacao, qui a livré cette information hier, une solution a été trouvée aux difficultés rencontrées lors de la dernière campagne. Ainsi, selon Yves Brahima Koné, les stocks de cacao de la campagne écoulée seront achetés à 1000 francs CFA comme prévu, et le DG du CCC a indiqué par la même occasion qu'afin de maîtriser la production nationale de cacao, l'État a décidé d'interdire la création de nouvelles plantations. Et maintenant, les humeurs de Mère Nature luttent contre l'érosion côtière en Côte d'Ivoire. Si rien n'est fait, le village de Laopanda risque de disparaître. Oui, c'est la mise en garde faite par le coordonnateur national du programme de gestion intégrée du littoral ouest africain. Le professeur Delphin Abbé Ochou a fait cette déclaration ce mardi à l'occasion du premier numéro de la tribune d'échange et de débat initiée par la Maison de la Presse d'Abidjan. Et selon ce spécialiste en physique de l'atmosphère qui est cité par le Nouveau Réveil, sa structure dispose des compétences nécessaires. Il ne lui reste plus que des moyens financiers pour freiner ce phénomène qui menace cette localité du sud-est de la Côte d'Ivoire appartenant au département de Grand Lao. Et il faut faire vite. Allez, on en vient à ce qui fait l'actualité aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Célébration de la fête de Pâques. Le ministère de la Santé appelle à la vigilance. Oui, et à l'occasion de cette fête, de la fête chrétienne qui traditionnellement donne lieu à des processions dans les rues et qui est célébrée avec faste en pays baoulé, occasionnant de grands rassemblements de foule, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande d'observer scrupuleusement les mesures barrières. Justement, les effets de cette célébration de Pâques, comment faire pour retenir son personnel de maison? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans Go Magazine de cette semaine. À l'occasion de cette fête qui est célébrée en grande pompe par la communauté baoulé, chaque année, on assiste à un exode des populations de cette communauté vers leur village d'origine. Et parmi ces fêtards, on retrouve de nombreuses filles de ménage qui abandonnent leurs fonctions pour aller célébrer Pakinou, c'est le nom donné à cette fête par les baoulés. Eh bien, si vous voulez savoir comment les retenir cette année, il faut lire le magazine de la femme qui bouge. Bien sûr, et avoir les astuces. Oui. J'imagine le beau dossier sur ce sujet. Oui. C'est sûr que ça va sortir comme des petits pains, parce que là, c'est pas Oui, évident. déjà, les gares sont très bondées de monde. Hein, Ouais. depuis quelques jours, les gens qui vont célébrer la fête de Pâques. Il ne faut pas oublier que la Covid sévit toujours. Il faut rester prudent quand même dans cette célébration. D'où le message du ministère de la Santé qui appelle à la vigilance. Vigilance, c'est-à-dire mesures barrières, oui, respect cache-nez des mesures surtout. barrières, Oui, port du distanciation. cache-nez, distanciation sociale et aussi vraiment se laver les mains régulièrement. Se laver les mains. Voilà, en tout cas, Et dans nos tout le villages, il y a Pâques. de l'espace. On peut vraiment respecter le mètre de distanciation sans pour autant inhiber la célébration. Donc franchement, il faut faire très attention. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite aux populations. Merci beaucoup, Renaud. Merci. Kevin Kobia, Ravi de voilà. savoir que vous êtes toujours là. Ne vous inquiétez On est là. pas, on est là. Pour bien longtemps. Comme dirait la tante, on est Je cacamoca. vais aller chercher ce poisson-là et puis en faire un braisé. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup à Bien, Renaud. Voilà. Benjamin, Ah, ce que j'adore en plus, oui, ce beau mélange. Allez, vous avez un message, on va, madame Zaïd. on va poursuivre cette émission avec un portrait. C'est une femme battante que nous allons vous proposer. Elle s'appelle Estelle Zita, elle est vannière, donc c'est une vannière pas comme les autres à découvrir en quelques minutes et on revient. Dans la commune de Marcory, entre la lagune Ébrié et le boulevard de Marseille, se trouve un site occupé par des artisans. Sur ce site à ciel ouvert et dominé par les hommes, une femme attire l'attention. Son nom, Estelle Zita Niaouré, jeune femme battante et unique en son genre. Elle a une passion, la vannerie. Depuis que j'étais chez ma mère, j'aimais la déco d'intérieur. Donc, puisque j'aimais la déco d'intérieur, étant curieuse, j'ai payé les... En fait, j'ai toujours été attirée par les revues où je vois les belles maisons, les jolis fauteuils, le beau décor, quoi. Donc, c'est ça qui m'a poussée et j'ai acheté beaucoup de revues comme ça. Donc, un jour, dans ma balade au plateau, j'ai vu les librairies par terre, maison française. Donc, j'ai acheté, c'est dans maison française que j'ai découvert la vannerie.
Zita fabrique des meubles, des objets décoratifs de tout genre. Elle est entourée et aidée dans son métier par 8 collaborateurs et une stagiaire admiratif de son génie et son courage. Ma collaboration avec Zita, c'est depuis 2010. Elle est une personne très dynamique parce qu'elle est toujours là pour relever les défis. Elle ne s'est jamais dit non. Quand tu lui donnes quelque chose à faire, elle trouve toujours une solution. Donc vraiment sa collaboration m'a aidé beaucoup dans les services parce qu'elle m'a amené aussi à faire des recherches et ensemble là, on forme une bonne collaboration. Ce lundi, Zita fait ses emplettes. C'est dans ce magasin qu'elle se ravitaille. Je vais faire comme ça pour faire les coussins. Avec les grilles qu'il y a là. 1 mètre, pour couper 1 mètre. Le choix du tissu, généralement, c'est le client. Je demande l'avis du client. Voilà. Souvent, je viens, je prends déjà les photos. Je montre les photos via WhatsApp au client et puis il sélectionne ce qui l'intéresse. S'il n'a pas le temps de venir lui-même faire son choix. Voilà. Maintenant, quand il me montre, moi, je m'appuie sur son choix pour venir maintenant ensuite acheter le tissu quand on arrive à l'étape de l'habillage. Ok, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Les courses terminées, elle se rend sur son site à billetterie. Sur les lieux, une fine pluie, débutée un quart d'heure avant notre arrivée, perturbe le travail. Zita profite de ce moment pour nous expliquer les difficultés que rencontrent les artisans. L'endroit est très pollué. Je ne sais pas si c'est un genre de canal ici, où tous les eaux de ruissellement coulent pour arriver ici pour se jeter dans la lagune. Donc c'est très pollué. C'est très pollué, ça sent très mauvais. Mais bon, on supporte ça toute la journée, on n'a pas le choix. Voilà, parce qu'on n'a pas un site. Donc on subit ça. On subit ça. Maintenant, l'autre difficulté, c'est au niveau de notre abri. Parce que vu qu'on n'a pas de site, on ne peut pas construire un endroit correct sur lequel travailler. Donc quand il pleut comme ça, on subit les intempéries. Quelques jours après les achats et la confection des meubles, place à la vente. C'est une Zita sous pression que nous retrouvons. Nous essayons de lui arracher quelques mots. C'est toujours comme ça parce que le travail, tout est fait à la main. Donc ça prend énormément de temps. Et le temps, même la journée, ne nous suffit pratiquement pas. Voilà, parce que quand on donne un rendez-vous à un client, il faut absolument le respecter. Donc on fait tout, en tout cas on se dépense au maximum. La clientèle de Zita habite différentes communes. Elle fait donc appel à ses camions de livraison. Oui, alors Adamo, tu arrives? Ok, d'accord, on est là, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Oui, on a fait sortir même. Direction la commune de Yopougon. L'équipe de Zita doit livrer au 3e étage de cet immeuble. C'est à travers les réseaux sociaux que le couple bossonnant découvre le talent de Zita la Vanière. On nous est venu à l'idée de rénover un peu le salon. Donc comme ça, on a fait quelques recherches sur le net. Et mon épouse m'a envoyé plusieurs exemplaires de salon. Et unanimement, nous sommes tombés sur le charme d'une prestation que la dame avait faite pour un client sur le net. Je me posais la question si véritablement, elle se mettait peut-être en avant pour pouvoir avoir un peu de la cote. Voilà, mais effectivement, comme nous sommes venus sur le lieu, on a senti que c'était vraiment quelqu'un qui maîtrisait vraiment son sujet. C'est seulement, je pourrais faire sa promotion partout où je me trouverai. Le paquet est enfin livré, plus de stress. Zita peut enfin sourire. J'étais un peu quand même stressée, oui, parce que derrière chaque ouvrage, chaque client est particulier. Donc, en tant que vanière, on travaille, c'est vrai, mais on ne travaille pas pour nous-mêmes. Moi, je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour quelqu'un qui va valider mon travail. Zita exerce ce métier depuis janvier 2009. C'est à force de courage qu'elle atteint ce niveau. À l'occasion de la journée des droits de la femme, elle lance un appel à la gente féminine. Moi, je dirais aux femmes africaines, et plus particulièrement, comme je suis ivoirienne, je veux m'adresser aux femmes de Côte d'Ivoire, aux jeunes femmes. Je veux leur dire qu'il n'y a pas de saut métier. On a pour habitude de dire qu'il n'y a pas de saut métier. C'est la vérité. Moi, j'ai aimé quelque chose à travers des magazines. Je me suis intéressée à ça. Et puis aujourd'hui, je suis, on va dire, au milieu des hommes, je suis la seule femme. Donc moi, je veux demander aux femmes de savoir déjà ce qu'elles veulent.
Et quand on sait ce qu'on veut, on se donne les moyens. On se donne les moyens, on brise toute forme de barrière. Les gens vont se moquer, les gens vont dire non, tu n'es pas belle, tu n'es pas bien coiffée. Parce que les femmes prennent, en fait, elles prêtent plus attention à leur apparence extérieure plutôt que de chercher la valeur. Donc il faut que les femmes de Côte d'Ivoire se donnent plus de valeur à travers le travail. Elles n'ont qu'à travailler. Les jeunes femmes n'ont qu'à travailler, elles n'ont qu'à apprendre un métier. Voilà, c'est ce que moi je peux leur dire. La femme vannière, Estelle Niarosita, a un rêve. Ouvrir une école de formation pour enseigner son métier aux jeunes filles. C'est l'heure de l'actualité internationale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. L'ONU accable l'armée française après une enquête. En janvier, une frappe aérienne conduite par la force Barkhane aurait tué 19 civils dans le village de Bounti au centre du Mali. La France affirme qu'elle visait des djihadistes. Le rapport publié par la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, constitue la plus grave mise en cause d'une opération de la force anti-djihadiste Barkhane par les Nations Unies depuis le début de l'engagement français au Sahel en 2013. Le ministère français des Armées a de nouveau réfuté cette bavure. Parlons à présent des migrants à Lesbos. Sur l'île grecque, l'ancien camp de migrants de Moria doit renaître de ses cendres dans des oliverains isolés, loin de la population. Une solution insatisfaisante pour les habitants. En Algérie, une foule d'étudiants, d'enseignants et de sympathisants défile à Alger pour réclamer la libération des détenus d'opinion. Après la détention pendant 3 jours d'une des figures du mouvement pro-démocratie du Irak, 32 ans après le soulèvement du 5 octobre 1988, des centaines d'Algériens ont donc manifesté à travers le pays, bravant l'interdiction de rassemblement imposée depuis la mi-mars pour cause de Covid-19. Le président français Emmanuel Macron a appelé hier à la mobilisation de chacun au mois d'avril face à la crise sanitaire du Covid-19 en France. Il a déclaré que le pays faisait face à une accélération de l'épidémie qui n'épargnait aucune région et a annoncé une série de nouvelles restrictions. On l'écoute. Je sais qu'à chaque étape de cette épidémie, nous pourrions nous dire que nous aurions pu faire mieux et que nous avons commis des erreurs. Tout cela est vrai. Mais je sais une chose, nous avons tenu, nous avons appris et nous nous sommes à chaque fois améliorés. La discipline requiert une grande acuité et de nombreux jeunes espèrent le dépasser. Près d'une rizière sud-coréenne, Kanchang, 18 ans, s'entraîne sans relâche pour défendre son titre de champion du monde de course de drone. Peut-être pour la dernière fois, car dans sa discipline, on prend souvent sa retraite avant même d'avoir fait son service militaire. C'est tout pour ce 7h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Merci, excellente journée à vous également. Et vous êtes déjà au week-end vous concernant. Demain, nous serons en compagnie de Mr. Friday. Ben non, hier, on m'a informé que je faisais le 6h30 et le 7h vendredi. Yes! Ah ben c'est bien, on va prolonger bonne heure avec vous et nos téléspectateurs. Non, pas que j'aime pas le travail. Hein, à demain donc. J'ai fait la moue là, donc j'aime le travail. Ben oui, demain, je serai là. Ah, Dieu merci. Mais super, avec on force. vous retrouvera avec beaucoup de bonheur ici, il n'y a pas de souci. Mais vous avez constaté, hein, avant le bloc de la pub et le flash second de Régis Kofi, on a pu découvrir une magnifique dame, hein, elle est brave, elle est vraiment très courageuse et elle force le respect et l'admiration. C'est de ce genre de jeune femme que l'on a besoin pour un pays qui veut vraiment se développer. Il faut décomplexer son imaginaire en matière de travail et puis se donner à fond dans ce que l'on a envie de faire sans se mettre de barrières. Félicitations en tout cas à Miss Zita. Deuxième heure maintenant entamée, juste après le flash d'information avec notre invité. On entend très souvent dans notre quotidien la règle des 5 fruits et légumes. Eh bien, c'est quoi cette règle? Comment consommer et quels fruits et légumes même consommer? Vous saurez tout dans quelques secondes.
Eh oui, cela sonne et résonne maintenant comme un slogan, une chanson, manger 5 fruits et légumes par jour. Mais qu'englobe ce concept véritablement, la règle des 5 fruits et légumes? Comment la comprendre? En compagnie du docteur Yves Blanchard-Envaux, nous allons essayer de faire le tri entre les fruits et les légumes. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors, la première question, ce sera de savoir qu'est-ce qu'un fruit déjà? Alors, on dira qu'un fruit, c'est bien sûr un aliment bien sûr d'origine végétale, généralement sucré, qui est issu du processus de la floraison des plantes. Donc, et la caractéristique majeure des fruits, c'est qu'ils sont sucrés. Voilà, ça c'est la caractéristique majeure des fruits, ils sont sucrés. Donc, lorsque une plante fait la floraison, après on obtient le produit de la floraison, on obtient le fruit. Alors, ce fruit, généralement, il est sucré et généralement, ces fruits sont consommés crus. Donc, c'est la caractéristique majeure des fruits. Ils sont consommés crus et ils sont sucrés. Très bien. Ça, c'est les fruits. Les fruits. Et les légumes? Les légumes, alors, généralement, les légumes, on dirait que les légumes, soit c'est la plante, ou bien c'est une partie de la plante qui est consommée. Ça peut être soit les racines, comme dans le cas de la carotte, ça peut être soit la gousse, comme dans le cas des oignons, ça peut être des feuilles, comme dans les légumes feuilles. Donc, généralement, soit c'est la plante, soit c'est une partie comestible de la plante qui est utilisée comme légume. Donc, parfois aussi, on peut obtenir aussi, c'est un fruit, fruits-légumes. Fruits-légumes, voilà. Donc, comme par exemple la tomate. Oui. Donc, la caractéristique, c'est que ces fruits, généralement, ces légumes, généralement, on les consomme rarement crus. Et ils sont moins sucrés. Ou bien ils ne sont pas sucrés. D'accord. On va essayer de faire le distinguo et de faire véritablement le tri dans toute cette aquarelle de fruits et légumes. Comment faire la différence finalement entre fruits et légumes? Généralement, comme je l'ai dit, on se base sur deux caractéristiques majeures, le goût sucré et la manière dont ils sont préparés. Et le citron, cuite du citron, il se positionne où finalement? Il n'est pas sucré du tout. C'est un fruit, bon. Il fait pas, le citron, il est sucré. Mais généralement, il est sucré. Mais généralement, la forte acidité, oui. Voilà, généralement, la forte acidité du citron cache le goût sucré du citron. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Sinon, il est sucré. Voilà, il est sucré. Quand vous le prenez, il est sucré. Quand on dose, quand on fait de l'analyse, il contient un taux de sucre. Mais sa forte acidité, l'acide citrique, le citron, l'acide citrique, est tellement élevé à l'intérieur que là, nous prenons, alors ça crée un peu cette astringence, ça fait qu'on ne sent pas le goût. Casting réussi pour le citron, c'est un fruit. Oui. Voilà, c'est un fruit. En tout cas, merci pour cette précision. Donc, alors, la différence entre les deux, on a fait la définition des fruits et des légumes. On parle de cette règle de 5 fruits et légumes par jour. Comment comprendre bien cette règle-là? Alors, il faut dire que les fruits ont toujours, depuis longtemps, été consommés, de même que les légumes. Alors, en Afrique, généralement, nos parents, nos ancêtres avaient cette consommation des légumes et des fruits, mais ils consommaient les légumes sous forme de sauce. C'est-à-dire qu'on fait des sauces feuilles ou bien des sauces des sauces normales. Donc, nous sommes habitués à les consommer depuis tout le temps. Alors, aujourd'hui, le concept il arrive, consommer 5 fruits et légumes. Alors, le concept, il est né de l'autre côté. En Occident, alors il arrive. Alors, nous, Africains, on le conçoit comme si nous n'en mangeons pas assez. Alors, moi, je dis que nous en consommons avant, nos parents en consommaient avant. Alors, quand on dit 5 fruits et légumes, même si nous mangeons un seul fruit, qu'à midi, nous mangeons un repas avec une sauce, l'addition fait 5 fruits et légumes. Mais on ne dit pas de manger 5 fruits. C'est l'erreur. Okay. On ne demande pas de manger 5 fruits. Alors, moi, j'essaie même de coller ce concept avec le taux élevé des diabétiques dans le monde entier aujourd'hui. Parce que ce concept fait comme si nous ne mangeons pas les légumes et les fruits avant. Moi, une fois, j'ai entendu quelque part, quelqu'un dit, mangeons 5 fruits. Et ils ont oublié carrément le côté légumes. Mangeons 5 fruits. Nous ne pouvons pas manger 5 fruits. On peut manger un seul fruit, et c'est ce que je recommande d'ailleurs, de manger au maximum 2 fruits. Mangeons un fruit au maximum 2 fruits par jour. Et les restes, on pourra manger nos légumes, sauce feuille, sauce aubergine, sauce junglée, ou bien par exemple sauce feuille, sauce d'ail, etc.
Donc nous allons faire un fruit, au maximum 2 fruits, et en mangeant un repas avec une sauce, je pense que le concept, il est acquis. Et le concept, il est atteint. Mais on ne nous demande pas de manger 5 fruits. Mais tout à l'heure, quand j'ai insisté, quand j'ai donné la définition des fruits, j'ai dit qu'un fruit, il est sucré. Un fruit, il est sucré. Mais qu'est-ce qui rend le fruit sucré? C'est le sucre. Quand nous étions encore étudiants au cours de l'année 2000, le taux de sucre dans le raisin était à 14%. Aujourd'hui, les raisins chiffrent à 20% de sucre. Les raisins font 20% de sucre. Donc, ça veut dire que les raisins que nous avions en son temps, et puis ceux d'aujourd'hui, n'ont pas les mêmes taux de sucre. Le taux de sucre a évolué. Qu'est-ce qui explique cela? Non, aujourd'hui, on joue un peu sur les gènes des fruits. On veut atteindre certains objectifs. Par exemple, lorsque je prends un produit... Les aliments génétiquement modifiés, là? Modifiés, mais bon, ne le dites pas comme ça fait peur. Voilà. Alors, non, c'est la réalité, c'est l'actualité. Généralement, lorsqu'on parle de GM, on parle de maïs qui a été transformé à l'intérieur, mais généralement, il existe des spécialistes au laboratoire. Toute entreprise qui veut évoluer a toujours des spécialistes à l'intérieur pour jouer un peu sur les gènes. Donc, on joue un peu sur les gènes de ces plantes, comme sur les raisins, pour augmenter le taux de sucre. Donc, les raisins passent de 14% à 20% de sucre. L'intention, c'est lors de la fermentation, lorsqu'on veut faire du vin, on veut avoir un taux élevé d'alcool. Vous voyez un peu, on produit l'alcool à partir du vin, à partir de raisin. Donc, on se dit par exemple que si on a un taux de sucre assez élevé, on peut maximiser la production d'alcool. Donc, l'intention, en produisant par exemple des tonnes de raisin, l'intention n'est pas de manger. L'intention, c'est de produire du vin. Donc, le fabricant, le planteur qui prend les gènes, les grains de raisin, alors il a l'intention d'améliorer, de produire des raisins ayant un taux de sucre élevé qui vont le servir à produit beaucoup d'alcool. Mais ce n'est pas pour manger. Voilà. Donc, nous devons contrôler notre consommation en sucre, en fruits, et je veux dire en sucre, en fruits, parce qu'un fruit, c'est du sucre. Alors, à vous entendre et à comprendre ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le matin, quand on se lève, on n'est pas obligé d'avoir dans notre assiette 5 fruits et les légumes et tout. Non, ce n'est pas ça le concept. Le concept, c'est d'en consommer. Même si on prend un jus d'orange, peut-être le matin, et à midi, on a peut-être une sauce tomate, on rentre quand même dans le concept. On rentre dans le concept, mais j'aimerais redresser un peu la phrase. Si on prend, au lieu de dire un jus de fruits, si le matin on prend un fruit, parce que moi, vous connaissez ma position par rapport au jus. Mais jus nature, jus nature. Le fruit plus que le jus. Ma position, quel que soit le jus nature ou bien le jus synthétique, ma position reste figée, ça ne change pas. Je suis de la cardiologie. Je crée les conséquences des jus sur le cœur. Donc, si vous dites par exemple que le matin on prend un fruit et qu'à midi on mange un repas avec une sauce, ça colle, là, je suis d'accord, ça passe. Mais pour le jus, il faut faire attention. Faites beaucoup attention. Finalement, docteur, comment décrypter véritablement ce concept des 5 fruits et légumes? Parce que sa compréhension devient beaucoup plus difficile. Hein. On se dit 5 fruits et légumes. Ça peut être 2 fruits, 3 légumes, 3 fruits, 2 légumes, et on serait dans les 5 fruits et légumes. C'est simple. C'est simple. Moi, je dis toujours, nous sommes habitués à manger les légumes. Nous avons toujours été habitués à manger les légumes dans nos repas. En Afrique, nous sommes habitués à manger nos légumes. Donc, nous ne cherchons pas à compter le nombre de légumes que nous mangeons. Comptons plutôt le nombre de fruits que nous mangeons. Parce que, quelle que soit la quantité de légumes que nous mangerons, on n'aura pas de conséquences sur la santé. Bien. Par contre, en mangeant un nombre élevé de fruits, là, on peut avoir des conséquences. Donc, en termes de quantité journalière, qu'est-ce qui est indiqué de consommer comme fruits, comme nombre de fruits? Je souhaite que nous mangeons au maximum 2 fruits par jour. Et c'est selon la quantité, alors donc pouvoir manger au maximum 2. Moi, personnellement, je mange un seul fruit par jour. Il arrive parfois que je mange 2 fruits, mais généralement, je fais un seul fruit par jour parce qu'un fruit, c'est du sucre. Juste un petit rappel. En 1980, dans le monde entier, en 1980, on avait 108 millions de diabétiques en 1980. La tendance 2025, selon l'OMS, on tend vers 600 millions de diabétiques. Vous voyez, on passe de 108 millions de diabétiques à 600 millions de diabétiques dans le monde entier. Et moi, je pense que ce concept a quelque chose à voir avec ce nombre élevé de diabétiques. Ça, c'est ma position personnelle. Alors, je souhaite qu'en Côte d'Ivoire, nous mangeons au maximum, c'est 2 fruits. Et faisons attention au type de fruits. Je ne dis pas de manger 2 fruits, manger 2 ananas, ou bien manger un ananas entier. Parce qu'une fois, j'ai vu un monsieur manger un gros ananas, il a payé un gros ananas, 400 €. Manger tout. Je vous assure, quand il a regardé, le film est passé dans ma tête.
Son film, comment est-ce qu'il va finir? Voilà. Faisons beaucoup attention. On va finir anorexique avec vous. Non. On peut manger une orange, une pomme, une banane, bien 2 bananes, mais nous n'allons pas tailler 2 ananas et le manger comme ça, pas possible. Nous n'allons pas payer des raisins 3000 francs. Et les salades de fruits et tout ça, le mélange de J'ai fruits. été dans une entreprise et ce jour-là, la dame m'a mal regardé, la dame qui fait ce conseil. Je vous assure, il était dans une entreprise où, vers 16 h, une dame produit des salades de fruits. Oui. C'est joli savoir, dans un pot, les pots sont bien colorés, bien intéressant, oui, avec abricots, raisins, des jus. C'est intéressant à voir, c'est intéressant. C'est bon. Quand j'ai vu, ils ont servi, j'ai regardé. Moi, généralement, c'est comme quand, par exemple, vous connaissez, vous passez au scanner vos activités. Moi, quand je vois un aliment, je passe directement au scanner. Quand je vois l'aliment, il est bon, vous vantez un peu la couleur. Moi, je passe l'aliment au scanner. Taux de sucre, taux de calcium, taux de sucre. Je passe. Et j'étais assis, je regardais les jeunes bois. Et j'ai dit aux médecins d'entreprise, vous allez assister à un taux de diabétique les années qui vont suivre. Et pendant que j'échangeais, il y a eu 2 personnes. Vous, faites votre examen, vous allez voir. Effectivement, ils sont diabétiques. Il leur a dit, mais vous êtes en train de faire une grosse erreur. On prend les fruits, mais faites attention. Mais quand vous dites une salade de fruits, est-ce que vous connaissez la quantité de sucre dans cette salade de fruits? C'est intéressant à voir. Non, c'est chic. On peut comprendre qu'un jour, à une fête, ça parle d'une fête, on fasse. Mais le fait régulièrement, une salade de fruits, parce que non, c'est la mode, c'est punch, c'est du style. Non, écoutez, vous savez, le taux de sucre d'un verre de jus de fruits, ça fait près de 7 carreaux de sucre. Donc, lorsque vous faites un peu ces salades de fruits, faites beaucoup attention. Parce que vous allez assister à un taux de diabétique dans cette entreprise. Effectivement, quand on a fait l'examen, on était en train de faire. Il y a toujours dit ici que les jeunes femmes, le mode de fonctionnement au niveau du corps de la femme est différent du garçon. Donc, il attire l'attention de nous, les hommes. Ne suivons pas toujours les femmes au niveau de l'alimentation. Les jeunes femmes vont faire leur salade de fruits, c'est intéressant. Manger, il n'y a pas de souci, c'est de votre âge. Mais les garçons, faisons doucement. Parce que c'est nous qui tirons toujours les conséquences, c'est nous qui souffrons. On va faire doucement maintenant. Alors. Docteur, moi, je voulais juste vous demander, vous avez parlé de l'heure tout à l'heure, vous avez dit à 16 h, vous êtes allé dans une entreprise, on faisait une salade de fruits et tout. On a envie de prendre peut-être, on ne prend pas de jus de fruits, juste un fruit peut-être le matin. Quelles sont les bonnes heures, les bons moments et surtout après le repas, est-ce qu'il faut se permettre cela comme dessert? Normalement, les heures de prise de fruits, on prend généralement le fruit quand le ventre est creux. Quand on veut tirer profit, quand l'estomac il est un peu vide, on tire le taux d'absorption de la matière minérale ou bien par exemple des vitamines. C'est pourquoi nous prenons les fruits. On prend les fruits parce qu'on suppose que pendant les légumes, pendant la cuisson, on perd beaucoup de vitamines, etc. Alors, on prend les fruits parce qu'on veut avoir des vitamines, des minéraux. Donc, les heures indiquées pour les fruits, c'est quand le ventre est un peu creux. Collation à 10 h, à 16 h. Et généralement, on vous demande de boire un gros verre d'eau avant de manger le fruit. Parce que lorsque vous allez prendre un gros verre d'eau en mangeant le fruit, l'eau va drainer, l'eau va permettre, l'eau va drainer les différents, diluer le sucre, mais drainer surtout les minéraux et puis voilà, et l'absorption sera bonne. Alors que lorsque vous prenez un fruit au cours du repas, alors ce mélange par exemple la viande avec les légumes, les fibres alimentaires, vous allez voir que le taux d'absorption des minéraux ou bien des vitamines, c'est pourquoi vous prenez, le taux d'absorption sera faible. Donc il est intéressant surtout de prendre aux heures creuses et surtout boire un verre d'eau avant de manger le fruit. Mais je déconseille de prendre les fruits après 17 h. Je déconseille de prendre les fruits après 17 h. Alors, nous faisons une enquête. On fait une enquête aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des personnes qui prennent les fruits après 17 h ont des soucis au niveau des yeux. Parce qu'on arrive encore d'ici, en Côte d'Ivoire, on fait le régime comme ça, on ne va pas avoir des spécialistes faire un régime, et chacun fait son régime. Et chacun dit non, le soir, je n'ai pas envie de manger, alors je vais manger léger. Ils prennent des fruits, bientôt la période des mangues va arriver. Les grosses mangues, là, oui. Les quintes, ça va arriver. On mange de grosses mangues, mais quand vous dites léger, vous mangez les fruits, qu'est-ce que c'est léger en quoi? Mais ce n'est pas léger en sucre. Et généralement, ces personnes qui font ces fruits le soir ont toujours des soucis des yeux. Voilà, ils sont des soucis des yeux, vous allez voir qu'ils ont des atteintes oculaires, et puis bon, généralement, et c'est qu'il y a un lien. Aujourd'hui, on fait des enquêtes, il y a un lien avec le glaucome. Mais bon, scientifiquement, ce n'est pas encore prouvé, ce n'est pas encore publié. Mais je conseille qu'on puisse prendre les fruits soit le matin, à 10 h ou bien à 16 h, aux heures creuses, mais pas après 17 h. Pas après 17 h. Docteur, quid des personnes qui font le jeûne de fruits, par exemple? Est-ce que ça a indiqué? Il y a des personnes qui font un jeûne de fruits. Vous avez parlé tout à l'heure de la bonne méthode, c'est de boire de l'eau. Ici, on boit de l'eau, le jeûne, il est rompu finalement. Donc, comment faire? Le jeûne de fruits est-il indiqué? Alors, on fait un jeûne
Il dit, la manière idéale, hein, l'idéal serait de boire de l'eau avant de manger un fruit. Mais dans le cas de leur jeûne, ça c'est spécifique. Et généralement, quand on fait le jeûne, c'est un seul jour, bien c'est une semaine. Mais généralement, c'est cette attitude, je ne conseille pas qu'on puisse prolonger sur une longue période parce que, alors, on s'en sort avec beaucoup de conséquences. Voilà, on sort de cette période de jeûne avec beaucoup de conséquences. Ça dépend d'abord de l'état de physiologie de la personne. Voilà, une personne qui est toujours sujet à l'anémie, vous faites un jeûne de fruits durant une bonne période, bien sûr, vous allez aggraver votre état. Vous allez l'aggraver parce que ne comptez pas sur les fruits pour apporter, par exemple, du fer. Il vous a dit que c'est le fer qui est l'élément clé au niveau de la production du sang. Donc, si vous avez d'abord, vous êtes déjà anémié ou bien prédisposé à l'anémie et que vous rentrez dans cette période de jeûne, généralement, c'est des choses... Moi, je souhaite que les jeunes, bon, je sais pas quelle est sa conception au niveau de la religion, que les jeunes soient plus spirituels. Voilà, plus spirituel. Moi, je conseille souvent dans les cas des jeunes, vous voulez jeûner, on dit ceci, bon, vous voulez jeûner, la viande, on écarte carrément la viande. Puisqu'on suppose que le jeûne a toujours été utilisé comme, par exemple, le temps de l'esprit, mais une période où on laisse le corps se renouveler, certaines cellules se renouveler. Donc, on écarte carrément la viande. Moi, on écarte la viande et on réduit le taux d'aliments, de sorte à permettre à l'esprit de se lever. Pour moi, c'est comme ça que je conçois le jeûne. Mais souvent, on fait des jeûnes un peu trop difficiles. On a vu des conséquences souvent sur les gens en faisant beaucoup attention. Alors, docteur, on va rester un peu sur ce sujet-là parce que nous terminons le jeûne chrétien, on aura le jeûne musulman bientôt. C'est vrai que c'est spirituel, c'est au niveau de la religion et tout. Mais est-ce qu'il est nécessaire, avant de commencer un jeûne, eh bien, de consulter un nutritionniste pour voir un peu qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que je dois manger, ou même voir même un médecin pour voir si on a les capacités de le faire? Effectivement, il faut le faire. Alors, il y a des années, je suivais des personnes qui avaient déjà un taux de cholestérol élevé. Je parle de cholestérol parce que, généralement, on a cette fâcheuse habitude de faire le jeûne, surtout les musulmans. Ils font une rupture de jeûne avec des jus de fruits. Je vous ai toujours dit ici que c'est les jus de fruits qui induisent la production de cholestérol, donc une production interne. Donc, il y avait des gens qui avaient déjà fait un bilan, qui étaient déjà sujets au cholestérol déjà. Ils avaient un taux de cholestérol, LDL cholestérol autour de 1,80, autour de 2, 1,82, et le cholestérol total autour de 3. Donc ces personnes-là, si durant un mois, ils ont cette fâcheuse habitude de prendre les jus de fruits, vous allez voir que ces personnes vont se boucher la terre. Ils vont aller un taux de cholestérol de 4, 5, et alors les conséquences, on pourra les voir. C'est comme ça. C'est quoi l'alternative que vous proposez? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, le carême chrétien est en train de se terminer, mais on a le jeûne musulman qui va commencer incessamment. C'est quoi l'alternative au jus de fruits et aux fruits? Vous avez dit aussi après 17h, c'est pas bon. Pourtant, le jeûne, il est rompu à 18h30, 18h. OK. Alors, durant cette période, on peut prêter attention à certaines choses. On dit par exemple, lorsque vous avez passé une bonne période ne pas manger, alors pour entamer l'aliment, on peut prendre une boisson chaude, un thé chaud sucré ou bien non. Alors on le prend et puis juste, même si c'est un bout de fruit, mais vous voyez, alors quand je dis un bout de fruit, c'est différent de manger un fruit. Parce que certains, ils vont faire le fruit, mais encore, ils vont faire le jus de fruit. C'est ce qui n'est pas bon. Ils font le fruit et ils font le jus de fruit. Alors que si, par exemple, je dis, ah, OK, alors j'ai pris le thé ou bien une boisson chaude et que je prends juste un bout de fruit avec une salade avant d'aller faire la petite prière, ça je parle des musulmans, avant d'aller faire la petite prière, c'est mieux que de prendre une boisson sucrée, un jus. Il n'est écrit nulle part qu'on doit rompre le jeûne musulman avec un jus. Il n'est écrit nulle part. C'est des habitudes, c'est des pratiques qui sont... Et les conséquences, on les voit. Les conséquences, on les voit. Lorsqu'on essaie de voir un peu quels sont les facteurs qui aujourd'hui ont induit un taux élevé de diabète dans le monde, on a cité le jeûne musulman. Lorsqu'on a cité quels sont les facteurs qui ont induit le diabète dans le monde entier, on a cité le jeûne musulman. Voilà, c'est-à-dire qu'ils doivent revoir leur manière de faire le jeûne parce qu'ils ont des habitudes qui ne sont écrites nulle part. Même les dates sèches font... Pendant que l'orange sucré, l'orange fait près de 14% de sucre. Mais les dates sèches font près de 68% de sucre. Et souvent, les gens englobent 2, 3, 4 dates. Et les dates ont une connotation spirituelle aussi, mais bon, il faut tenir compte aussi. Bien sûr, mais peut-être qu'on pourra faire voilà, bien sûr, tenir compte de la santé. Parce que, je vous dis réduire. Voilà, peut-être une date ou bien prendre, bon, c'est la moitié. Ou à intervalle de 3-4 jours. Mais pendant 3 dates, eux-mêmes, ils savent que c'est sucré. Parce qu'ils viennent en consultation, on parle des dates, ils disent non, effectivement, c'est sucré, mais vous les prenez. Voilà. Donc, nous devons, comme vous avez dit, les conseiller souvent de voir un nutritionniste selon l'état
de santé que nous avons avant de se proposer à faire un jeûne. Merci beaucoup, Dr Yves Blanchard-Envaux. Il est nutritionniste aujourd'hui avec lui. Comment comprendre la règle des 5 fruits et légumes? On espère que vous avez pris bonne note, voilà, et c'est important de savoir comment consommer les fruits, à quel moment et tout. Merci, Dr Yves Blanchard-Envaux. Allez, on va poursuivre cette émission donc avec un reportage. On va parler bien sûr du cancer chez l'enfant. Oui, on le sait aujourd'hui, qui représente 1 à 2% de l'ensemble des cancers. Donc, on en parle entre détresse et espoir. Ça part maintenant. On les appelle des guerriers, des champions, des super-héros. Tous ces enfants qui, chaque année, dans le monde, sont diagnostiqués d'un cancer. À l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville, Ellie, adolescent de 16 ans, est hospitalisée depuis 2 mois, roulée sous le poids de la maladie. Je me sens lourd et puis je me sens fatiguée. Quand je suis sur la ventre là est lourd, donc je ne peux rien faire. L'élève en classe de 4e à Issia a débuté son combat contre la maladie il y a quelques mois, après avoir senti une douleur au ventre. Ses séjours dans les hôpitaux à Issia, Yamoussoukro, puis Abidjan, il les passera sous les yeux impuissants de son père, Baptiste, planteur, qui est à son chevet. Ça me dépasse, énormément ça me dépasse. Sinon moi je ne sais pas ce que c'est qu'un tumeur. Quand je vois mon fils couché sur le lit de l'hôpital, hein, en tout cas des fois même ça me fait pleurer, je rentre comme dans la douche, je pleure, je viens. J'essaie de le consoler, bon, ça va, ça va. Un cas médical adressé à l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. Le bilan diagnostic est tombé il y a à peine une semaine. Ils nous ont fait le diagnostic histologique d'un rhabdomyosarcome, qui est une tumeur de l'enfant. On retrouve également chez l'enfant, mais une tumeur qu'on peut retrouver aussi chez l'adulte. C'est une tumeur qui a un rapport avec le muscle strié, mais il peut se localiser partout dans l'organisme. Les lymphomes de Burkitt, le rétinoblastome, le néphroblastome et les leucémies sont les principaux cancers rencontrés chez l'enfant. Nous avons plusieurs facteurs favorisants, c'est notamment les facteurs génétiques. Et quand on parle de facteurs génétiques, ce sont des anomalies spécifiques qui peuvent porter sur des chromosomes ou ce qu'on appelle des délétions ou qui portent sur des gènes et qui sont favorables à la survenue des cancers chez l'enfant. Et puis vous avez des facteurs infectieux. Le virus de l'hépatite peut être à l'origine du cancer du foie. Le CHU de Treichville reçoit en moyenne 150 nouveaux cas sur les 400 diagnostiqués par an, avec une prise en charge pluridisciplinaire. En fonction des tumeurs, certaines tumeurs ont bénéficié de chimiothérapie, de radiothérapie et de chirurgie. Et en plus du traitement spécifique de son cancer, vous avez ce qu'on appelle le traitement adjuvant. C'est-à-dire qu'on prend en compte tout ce qui est douleur, alimentation. Et nous agissons à ce niveau-là sur le volet psycho-affectif de l'enfant. À 2 ans et demi, Ouri a subi une opération à l'œil droit après avoir été diagnostiqué d'une tumeur orbitaire. On a fait une première opération, on a enlevé la tumeur. Ils sont partis analyser. On dit, c'est une tumeur maligne, malheureusement ça va repousser. Et en moins de 2 mois, ça a repoussé, la tumeur a repoussé, quand ça a poussé l'œil est sorti. Donc après, ils ont opéré encore, ils ont enlevé l'œil. La Benjamine d'une fratrie de 4 enfants est à sa 7e chimiothérapie. Entre traitement et coûts, les parents se disent économiquement à bout de souffle. C'est des enfants avec de grandes maladies. Et puis les médicaments coûtent cher, les traitements coûtent cher, la chimio coûte cher. Chaque 21 000, on paye 400 000. Avant la chimio, on fait analyse de sang. Après la chimio, on fait analyse de sang. Tout ça, il faut payer la chambre. Même cri de détresse du côté de Nadège, qui est déjà à 1 million de francs CFA de dépenses pour assurer le traitement de sa fille de 2 ans, atteinte d'une leucémie. D'abord, même l'examen pour confirmer la maladie va dans les 300 000. Et ça, c'est un peu énorme. Et on a même demandé aux médecins d'essayer de voir combien peut durer le traitement. Ils ont dit que c'est au moins 2 ans de traitement. Et 2 ans de traitement, là, le traitement peut aller dans les 4 millions. Déjà, même avant de faire le bilan des 4 millions, nous-mêmes, on a déjà dépensé dans les 1 million. On n'a pas le choix, mais on fait avec parce que souvent, il ne faut pas se démoraliser. Quand l'enfant est là, l'enfant te voit en joie, lui aussi, il est en joie.
Une joie qui incarne un espoir de guérison. La prise en charge du cancer pédiatrique est une réalité en Côte d'Ivoire depuis 1995 avec la création de l'unité d'oncologie pédiatrique et récemment l'ouverture de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Selon le programme national de lutte contre le cancer, la politique gouvernementale a permis d'améliorer l'accès au traitement, mais également de la réduction des coûts des médicaments. Sinon, au niveau de la gratuité, l'État est en train de faire des efforts dans ce sens pour permettre la gratuité même de certains anticancéreux pour soulager les parents d'enfants malades. Des malades qui sont diagnostiqués dans certains cas à un stade tardif, d'où le taux de décès qui avoisine les 80% pour ces cas, selon le PNLCA. La recette miracle reste le diagnostic précoce pour une prise en charge efficiente. Le BioKit, par exemple, c'est un cancer qui est vraiment chimiosensible et pour lequel, lorsque le patient arrive tôt en consultation, le taux de guérison peut avoisiner les 80 voire 90%. Et vous avez également le néphroblastome qui a un très bon taux de rémission également, qui avoisine les 40 voire 50%. Des efforts restent à faire au vu des objectifs définis par l'Organisation mondiale de la santé qui sont d'assurer au moins 60% de survie pour tous les enfants diagnostiqués d'ici 2030. Et voilà, c'était un dossier signé Salimatou Dia de la rédaction de RTI 1 pour parler encore du cancer des enfants. Fort heureusement, on a un plateau technique ici qui permet de pouvoir les prendre en charge. Il faut vite les emmener au centre de santé quand on a la survenue de quelques éléments nouveaux. Alors, les enfants seront encore à l'honneur dans cette dernière ligne droite de notre émission, à savoir la thématique santé, en compagnie du docteur chirurgien dentiste Sonia Yassé. On ne va pas arracher de dents aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. On va plutôt aider les enfants à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Elle est avec nous, docteur Sonia Yassé, bien présentée par Alix. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Docteur, ça va bien. Vous avez un magnifique sourire, ça rassure déjà. Alors, docteur, pour commencer, on a envie de vous demander, qu'est-ce que cela englobe l'hygiène bucco-dentaire chez l'enfant? En fait, l'hygiène bucco-dentaire chez l'enfant, ce sont en fait toutes les pratiques pour enlever la plaque, éliminer la plaque dentaire dans la bouche de l'enfant. La plaque dentaire, en fait, c'est un enduit qui se pose dans toutes les bouches après le repas et qui, s'il n'est pas nettoyé, entraîne après la formation de caries et de maladies de gencives, en fait. Très bien. Alors, le préalable, c'est d'avoir absolument des dents ou pas? Parce que l'enfant, il naît, il commence à son plus bas âge lors de son arrivée sur Terre. Mais pour pouvoir maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, il faut déjà la survenue des dents, c'est ça? Exactement. Mais déjà, dès la naissance, on peut nettoyer les arcades sans dents avec une compresse humide. On humidifie avec de l'eau ou bien du sérum physiologique pour nettoyer les dents. Mais à partir de 6 mois, dès l'apparition des premières dents, là, effectivement, on peut encore avec des compresses nettoyer les dents. Et au fil des âges, on modifie la façon de le faire, en fait. D'accord. Donc, on va stratifier ainsi sûr, pour voir à chaque âge des enfants comment leur apporter le bon soin dentaire. Donc, à partir de 6 mois, on suppose qu'on a les premières dents en bouche. Deux en bas, deux en haut? Oui, même une. Une en bas. Même une en bas, déjà, ça suffit. Comme je disais, avec une compresse imbibée de sérum physiologique ou de l'eau simplement, on peut nettoyer les dents. Mais il existe aussi, comme on appelle ça, des doigtiers avec comme une brosse à dents au bout qu'on peut utiliser aussi pour nettoyer les dents. Ça, c'est dès les 6 mois. En général, on ne dit pas de pâte dentifrice. Mais maintenant, les dernières règles du domaine, vraiment une toute petite quantité, comme un grain de riz de pâte dentifrice, et cela jusqu'à l'âge de 2 ans. Voilà, donc de 6 mois à 2 ans, petite, vraiment toute petite quantité de pâte dentifrice fluorée. Et de la même façon aussi, on peut utiliser, il y a des brosses à dents baby, on appelle, vraiment. Et le choix de brosse à dents se fait en fonction de la bouche de l'enfant. Donc, il y a des têtes différentes
Si vous voyez, c'est vendu en fonction de l'âge, en fait, les brosses à dents, des têtes différentes, et puis un système de préhension pour le manche. C'est plus facile à attraper. Il y en a des fois, le manche est très gros, c'est plus simple, vous voyez. Donc, je disais de 6 mois à 2 ans, c'est vraiment la toute petite quantité de pâte, et le brossage se fait par les parents, obligatoirement. Maintenant, de 2 à 6 ans, on ajoute un peu plus de pâte dentifrice, comme un poids, un peu plus, vraiment légèrement plus. Et on commence toujours, c'est avec les parents qui brossent. Au fil du temps, à partir de 3 ans, l'enfant commence à le faire, mais toujours sur la supervision des parents. Et cela jusqu'à vraiment 6 ans, où il est plus apte à bien se brosser les dents. Et là, maintenant, il est surveillé par les parents à partir de 6 ans. 12 ans, il est autonome. Et déjà, 6 ans, on change encore de brosse à dents. 12 ans, déjà, il peut utiliser une brosse à dents adulte. Mais là, il peut rajouter une quantité, disons, si on a la brosse à dents, on rajoute le tiers de la pâte. C'est beaucoup plus qu'avant. Voilà. Vous construisez aujourd'hui des je ne veux pas. Mais si, parce que les enfants, en plus du fait que des fois, les pâtes dentifrice sont très sucrées, donc mais ils en mettent partout mais en pour fait, pouvoir après l'ingurgiter. En fait, c'est parce que, justement, ils ont l'habitude d'avaler la pâte qu'il faut en mettre très peu. Oui. Parce que comme on demande des pâtes fluorées, il y a quand même des conséquences négatives. Il faut vraiment une quantité. Donc, c'est assez voilà. Et en plus, les études montrent que vraiment, ils avalent au moins 50% de la pâte dentifrice. Si vous avez remarqué, ils mangent carrément le... Oui, voilà. Donc il faut en mettre tout doucement et de manière progressive. Oui, exactement, de l'âge. Oui, vous avez dit à partir de 12 ans, l'enfant est autonome. Donc même 6 ans, hein, même 6 ans. Okay. 6 ans déjà, il est autonome, mais il faut encore qu'il soit surveillé par les parents. Il ne faut pas le laisser comme ça pour dire il est grand. Voilà, il faut surveiller. Et la pratique de la vérification pour le responsabiliser? Bon, déjà, il faut vérifier qu'il brosse et le bas et le haut. Il ne brosse pas que le bas. Le bas, le haut, au début, pas, on le fait comme ça, banalement. Oui. Après, il faut vérifier qu'il apprenne à brosser l'intérieur aussi. Et qu'il finisse par la langue. Il faut nettoyer la langue. Il faut même nettoyer le palais avec la brosse. Oui. Je pense que ce conseil, ce n'est pas que pour les enfants aujourd'hui. Et il faut changer la brosse à dents tous les 3 mois. Ou pour ceux qui sont vraiment agressifs, quand on voit que les poils de la brosse sont dans tous les sens, il vaut mieux changer. Pas la brosse à carreaux. Hein. Comment doit se faire le contrôle par rapport... Comment doit se faire le contrôle chez le dentiste? Chez le dentiste, à partir de 1 an, une fois par an, on fait venir l'enfant, si tout va bien. On l'acclimate aussi au milieu, hein, pour ne pas l'effrayer après. Non. Une fois par an, c'est bon. D'accord. Sauf s'il a des problèmes particuliers, là, ce sera un peu plus régulier. Sinon, une fois par an, ça... Pour l'enfant comme l'adulte, d'ailleurs. Tout à fait. Oui, effectivement. Alors, docteur, on va maintenant s'intéresser à la pratique, aux best practices pour le brossage. Ouais. Parce que même les parents n'ont pas forcément la bonne méthode. Hein. Donc, puisque ça part de transmission, on peut donner de mauvaises informations. Comment pratiquer véritablement un bon brossage? Malheureusement, je n'ai pas pris le... Ah oui, la cavité avec... Pour manipuler. On va imager. Bon, de 0, bon, comme j'ai dit au début, on peut nettoyer avec une compresse. Il y a un doigtier avec comme une imitation de brosse à dents que le papa peut utiliser, la maman. Et puis, au fil du temps, quand c'est la brosse à dents même, banalement, on brosse comme ça. Mais côté après côté, comme ça, de part et d'autre, pour que l'enfant n'oublie pas, en haut, en bas. Mais à partir du moment où il commence à avoir les dents définitives, les dents commencent à être plus serrées. Si vous remarquez, il doit mettre maintenant la brosse, c'est un peu plus difficile, à 45 degrés. Et un mouvement du rouge vers le blanc, de la gencive vers la dent, c'est un mouvement comme ça qui remonte. Et donc, la pratique plate comme ça, franchement... Ça, c'est au départ, pour les enfants. Non, ça va. D'accord. Ça va jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais après, une fois qu'ils commencent à avoir plus de dents en bouche, si vous avez remarqué, les enfants jeunes, il y a des espaces entre les dents. C'est plus simple. Mais au fil du temps, les dents qui ressortent après sont plus larges. Donc, il n'y a plus d'espace. Quand on va incliner à 45 degrés, on va sentir que le poil de la brosse va passer entre les dents. Et il faut faire méthodiquement. On peut commencer à droite, après comme ça, jusqu'à gauche, ne pas oublier.
l'intérieur de la même façon, droite jusqu'à gauche. Après, les faces bien visibles. Ensuite, on passe aux dents du bas. Même principe, de la gencive vers la dent. Donc, ça remonte comme ça. Ce geste-là, on sent même que le poignet fait un geste comme ça. On peut aussi faire comme ça, mais on penche la brosse comme ça. L'intérieur de la même chose. Les zones qui ne sont pas brossées, c'est surtout là, le devant. Donc, il faut le faire comme ça. Et puis après, le classique, la banale. Ensuite, la langue et le palais. Il y a un élément clé auquel on ne prête pas attention. Il faut combien de temps, je veux parler de la durée, pour faire un brossage, un bon brossage? Combien de minutes, combien de secondes? Un brossage, minimum 2 minutes. 2 minutes. Maximum 3 minutes, oui, 2 à 3 minutes. Vous avez un sourire évocateur, monsieur. Et minimum aussi. Non, mais c'est vite fait. Si c'est vite fait, ok. Oui. On peut prendre un peu plus de temps le soir. D'accord. Et il se fait minimum aussi 2 fois par jour. OK. Ah, c'est bien Ouais. par rapport aux durées, parce que ce qu'on Après les repas. Exactement. Après les repas. C'est Oui, ça, voilà. après les On cite, repas. le brossage des enfants surtout, parce que bon, les parents finalement, c'est Voilà. plus fais ce que je dis, hein, et ne fais pas ce que Et je c'est fais. ce qui justifie pourquoi on dit de ne pas grignoter, parce que si tu te brosses les dents, tu manges toute la journée, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est le principe. Et moi, je demande aux enfants le soir, normalement on dit le soir au coucher. Mais moi, je préfère après le repas du soir, parce que après, ils sont fatigués. Comme nous tous d'ailleurs, on a sommeil, on n'a plus envie de rien faire et puis on va se coucher. D'accord. Alors ça, c'est concernant les durées. Alors, les conséquences d'un mauvais brossage, parce que c'est sûr que si on incite à avoir une bonne pratique de brossage, c'est pour se garder de beaucoup de maux. Les conséquences. En fait, comme je vous ai dit, l'hygiène buccale, c'est tout ce qui va permettre de nettoyer, si vous voulez, la plaque dentaire. La plaque dentaire comporte des bactéries et c'est ces bactéries-là, lorsqu'on mange, en fait, qu'on consomme du sucre, que ces bactéries, je vais donner vraiment banalement, vont utiliser ce sucre-là et le transformer en acide. Et c'est l'acide qui va attaquer les dents. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser de la nourriture en bouche. Quand je dis nourriture, c'est valable pour les jus, hein, c'est la même chose. Les fruits, j'écoutais... Le docteur en vous? Les fruits, les jus, les sirops, c'est la même chose. Les bonbons, tout ça, c'est le même principe. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand? Effectivement, les bactéries attaquent les dents. Et l'acide, vraiment, ça attaque l'émail des dents. Et c'est comme ça que la carie débute. Et quand on ne brosse pas les dents aussi, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a la mauvaise haleine, ça c'est ce que tout le monde voit. C'est pas propre, ça se voit aussi. Mais aussi, il n'y a pas que les maladies dentaires. Il y a aussi la gencive. On commence à saigner des gencives. Il y a des gencives qui enflent. Après, il y a des dents qui sont mobilisées. Ça va jusqu'à la perte des dents. Oui, c'est vrai qu'il y a des dents qui se cassent après l'émail de... Et après, si vous n'avez pas de dents, vous ne pouvez pas bien manger. Vous ne pouvez pas bien manger. Vous ne pouvez pas bien digérer. Et ainsi de suite. Vous n'avez pas de dents, vous ne pouvez pas sourire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, poteau sans garde. On est renfrogné, on reste dans son coin, voilà. Il y a un problème. Complexe. Ouais. Alors, c'est vrai que vous êtes en train de citer les différents maux que l'on pourrait avoir lorsqu'on a une mauvaise hygiène bucco-dentaire chez l'enfant. Lorsqu'on a la survenue, bien sûr, de la carie, il faut automatiquement la retirer? Non, justement, on fait tout pour conserver la dent. Parce qu'il y a des périodes, disons que les dents poussent de 6 mois à 3 ans. Maximum, on a toute la denture de lait, les dents de lait. Oui. À partir de 6 ans, on a les premières dents adultes, si vous voulez. On appelle ça la dent de 6 ans, qui pousse derrière les dents de lait. Et on reste comme ça, en denture mixte jusqu'à 9 ans. Et les dents de lait, déjà 6 ans, les dents de devant tombent. Et au fur et à mesure, les autres dents tombent. Oui, on a 6 ans. Donc, en fait, ça dépend du stade de la carie. Quand l'enfant vient, si on peut encore garder la dent, on la soigne. S'il n'y a vraiment plus de solution, on l'extrait. Parce que quand on extrait la dent trop vite aussi, la dent qui est dans l'os, si vous voulez, sort plus vite.
Et elle n'est pas bien en forme et elle se carie encore plus vite. Vous voyez, donc l'idéal, c'est de garder les dents le plus longtemps en bouche. La traiter. Oui, oui. C'est vrai que généralement, on parle de beaucoup plus de la carie dentaire que de d'autres maladies ou pathologies qui pourraient attaquer les dents. Qu'est-ce qu'on a comme autre maladie de la dent? La dent, on a aussi des érosions dentaires. On n'en parle pas souvent, mais parce que ça n'implique pas les bactéries. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai parlé de l'acide. Oui. Si on prend très acide, jus d'orange, jus de citron, jus de pamplemousse, je dis même bissap, tout ce que, avec du citron, oui. Même les fruits, tout ce qui colle aux dents, qui est acide, ça érode les dents. Je vous dis qu'il y a des gens que je ne sais même pas comment dire, ça décape les dents. On peut dire ça, oui. Et c'est pire que la carie. Ça fait qu'après, les dents sont sensibles et elles se détruisent vraiment à un stade incroyable. C'est pire que la carie dentaire. Est-ce qu'à ce stade, on pourrait parler de déchaussement? Non, le déchaussement encore, c'est... On appelle la dent l'odonte. Et les tissus de soutien, vous voyez la gencive. Oui. Mais en dessous de la gencive, il y a de l'os. C'est le parodonte. C'est tous les tissus qui maintiennent les dents en bouche. En fait, donc qu'est-ce qui se passe? Dans le cas de maladies de gencive, justement, et de mauvais brossage, parce que ça aussi, quand on ne se brosse pas bien les dents, on voit déjà les dents se déchaussent. Okay. Deux fois aussi, c'est simplement le tartre qui est resté en bouche sur une certaine épaisseur qui déchausse les dents. Et dans les premiers cas de maladie des gencives, c'est le parodonte, on dit parle de gingivite, ça vous connaissez. Oui. La gencive saigne. Oui, oui. Deux fois, ça démange et vraiment, effectivement, la dent se déchausse. En fait, c'est la gencive qui recule. Okay. La dent ne bouge pas, mais la gencive recule. Elle est creusée. Ça commence comme ça, voilà. Si on ne fait rien, après la gencive qui recule, on passe au fait, on perd de l'os. Okay. Après, la dent commence à bouger. Et si ça continue, vous voyez, il y a des gens même que les dents sont expulsées. Il y en a qui perdent les dents, elles tombent toutes seules. Oui. Et bonjour les dentiers. Alors, docteur, c'est vrai qu'on a aussi fait un petit prolongement sur les plus grands, hein, parce que finalement, il faut s'occuper de toutes les bouches ici, c'est important. Alors, parlons du choix du dentifrice. Oui. On en a aujourd'hui de toutes les couleurs, les ingrédients, on ne sait pas forcément. On a des slogans avec blanchisseur. Franchement, on en a du tout. Comment faire le choix de sa pâte dentifrice? Il est préconisé tout simplement d'utiliser des dentifrices fluorés. Fluorés. Avec du fluor. D'accord. Et en fonction de l'âge, on choisit la pâte parce qu'il n'y a pas la même concentration en fluor dans les pâtes dentifrice. Souvent, quand on est chez l'enfant ou chez l'adulte, on choisit, c'est marqué. Il y a des âges, oui. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pâtes dentifrice avec des produits naturels, mais je ne sais pas le... Ouais. Donc, il faut opter... Oui, le dentifrice fluoré. Donc, vous parlez de produits naturels, généralement, on voit le dentifrice au charbon. Quid de ce dentifrice-là? C'est ce que je dis, mais vraiment, je n'ai pas expérimenté. D'accord. Sinon, il y en a au charbon. On dit qu'aussi avec à base de papaye, c'est très bon. Je vous dis, les feuilles de papaye, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, mais vous n'avez pas testé. Le dénominateur, non, j'ai pas... le fluor. D'accord. Avoir du fluor à l'intérieur de sa pâte dentifrice, c'est le préalable. Et vraiment, il faut rappeler qu'il y a deux types de dentifrice aussi. Il y a des dentifrices cosmétiques qu'on vend partout et les dentifrices médicaux se vendent qu'en pharmacie. Ah. Le dosage, oui, avec un dosage plus important en fluor, justement. D'accord. Et la différence, c'est quoi, finalement? C'est la quantité de fluor à l'intérieur. OK. Si vous voulez, le cosmétique, bon, c'est moins dosé. Oui. Le médical, vraiment, on a dosé, on a calculé. C'est comme un médicament. Bien dosé, mis sur le marché, vendu en pharmacie, des quantités bien marquées. Pour nos enfants, en tout cas, vous préférez qu'on prenne bien ce qui est en pharmacie. Voilà. En fait, moi, je me dis que quand un enfant n'a pas de problème, non, il n'a pas de problème vraiment, je laisse. Mais sinon, l'idéal, en pharmacie, un dentifrice fluoré. Maintenant, on préconise quoi? 1400, c'est marqué. Il y a moins de 1450 ppm et plus de 1450 ppm.
Les nouvelles directives disent que c'est à partir de 6 ans qu'on ne peut utiliser plus de 1450 ppm. Donc en pharmacie, vous verrez. D'accord. Simplement. En tout cas, c'est des indicateurs pour pouvoir faire un bon choix de sa Mais comme je vous ai dit, pour les enfants, vraiment la quantité minime. Il faut insister là-dessus. Oui, parce que le fluor aussi a des conséquences négatives. Il y a des dégustateurs de... Oui, c'est des mangeurs de... Oui, ça c'est sûr. Alors, docteur, aujourd'hui, on voit plusieurs instruments, accessoires pour blanchir ses dents. On parle de luminothérapie pour blanchir ses dents. On a d'autres ingrédients. Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est indiqué pour avoir ses dents blanches? Bon, je vous dis d'abord que la couleur des dents dépend de la dentine. La dent est recouverte de l'émail, c'est ce qu'on voit. En dessus, on a de la dentine. La dentine est jaune. Donc, au fil du temps, avec l'âge, tout ça, au fur et à mesure, l'émail est de plus en plus transparent, si vous voulez. Il s'use et on voit un peu plus la dentine. La dentine est plus jaune, donc les dents paraissent plus jaunes. Donc, naturellement, au fil du temps, les dents vont jaunir. Maintenant, concernant les produits, il y en a de tous les styles, mais le problème, c'est qu'il y a du peroxyde d'hydrogène. Ça décape. Parce que même quand on fait le blanchiment en cabinet dentaire, après, il faut des séances de fluoration, parce que les dents deviennent très, très, très sensibles. Donc, il faut vraiment que ce soit utile de le faire. L'utilité se situe à quel niveau? Il y en a, par exemple, qui ont des dents qui se sont nécrosées. Ils ont eu un choc, c'est devenu noir. Donc, ce n'est pas joli. On voit vraiment une dent qui n'a pas la même couleur que les autres. Oui. Là, effectivement, il y a des produits pour... Alors, docteur, à quel moment, c'est vrai que pour permettre à ce que nos enfants aient une bonne hygiène bucco-dentaire, à un certain âge, certains parents, je dis bien certains, eh bien, se permettent un bain de bouche. Oui. Est-ce qu'il le faut dans le cadre de... Parce qu'on se dit, nos enfants, si la pâte dentifrice, on se met à manger, on imagine bien avec le bain de bouche. Déjà, la pâte dentifrice, c'est en fonction du fait que l'enfant sache cracher. Si ce n'est pas craché, ce n'est pas la peine. C'est pour ça qu'on augmente les quantités au fil du temps. Oui. Mais le bain de bouche, pas régulièrement. Okay. Comme je vous disais, s'il n'y a pas de souci, une fois par semaine même, ça suffit, largement suffisant. Maintenant, on utilise aussi les fils interdentaires. Les fils interdentaires deviennent obligatoires. Les brossettes interdentaires, c'est des petites brosses, mini touffes, voilà, qu'on passe entre les dents. Les fils aussi à passer entre les dents. Comme je vous disais, dès qu'il y a un denture mixte, qu'il y a les dents définitives, les dents se collent. Donc finalement, il faut passer le fil pour nettoyer entre les dents. D'accord. Et on va revenir peut-être sur la périodicité à avoir un rendez-vous chez son dentiste. Il s'évalue comment? Une fois par an. Et qu'est-ce qu'on y fait une fois par an? Une fois par an, le dentiste regarde si déjà le brossage est bien fait, s'il n'y a pas de caries, si les dents sont bien alignées. On ne sait jamais, on regarde la langue, tout ça. Parce que je vais vous dire qu'en fait, les dents sont le reflet de la santé générale. Okay. On peut retrouver même au niveau des dents des gens qui sont anorexiques, les gens qui sont boulimiques. Oui, oui, tout ça se voit au niveau des dents. D'accord. Donc c'est vraiment ça, on vérifie parce que... mais les anorexiques ne vont pas aller chez le dentiste de sitôt. Après ce qu'on vient de dire, ils vont se cacher. Hein. Donc c'est ce qu'on vérifie, les dents alignées, les dents qui sont bien sorties au bon âge, c'est ce qu'on vérifie. En tout cas, merci pour toutes les astuces que vous avez données, des conseils aussi. Avant de terminer rapidement, que retenir véritablement de l'hygiène bucco-dentaire chez l'enfant? Avant de terminer, 30 secondes. Disons que l'hygiène dentaire chez l'enfant est très importante parce que c'est des habitudes qui vont l'accompagner tout au long de sa vie. Et le plus tôt possible, il faut commencer. C'est ce qu'on pourrait dire. Et ne pas oublier l'hygiène dentaire, on a passé du brossage des dents, mais aussi l'alimentation. Il faut manger équilibré, mais éviter tout ce qui est sucré, collant, les jus, gazeux, enfin, voilà, c'est ce que je pourrais dire. Bonne sélection d'aliments, une bonne hygiène bucco-dentaire nous assure un magnifique sourire. On s'est dit au revoir avec... Et oui, on vous dira au revoir donc avec le sourire et on va se retrouver demain, oui, pour terminer la semaine avec un week-end pascal qui s'annonce sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Que Dieu vous garde. Allez, ciao.